Voici les 13 membres d'équipage d'un A340 en partance pour Dakar ce 19 mai 1999. 4 d'entre eux, le commandant de bord, le copilote, le chef de cabine principal et la chef de cabine avant, vont vous raconter ce qui a fait de ce vol un moment de leur vie qu'ils n'oublieront jamais. Au départ, l'embarquement s'est très bien passé, normalement. Ensuite, dès la fin de l'embarquement, ça n'était plus normal déjà, puisque le passager en question était le dernier à embarquer. Il était déjà bizarre. Il était hagard, il ne fixait personne, il ne parlait à personne. J'étais mis au courant tout de suite, donc un travail très bien fait. J'ai donné comme consigne de le mettre à l'arrière et de l'isoler et de le surveiller, donc le changer de place, qui a été fait. Cela dit, moi j'ai pensé qu'il allait un petit peu embêter l'équipage, ou qu'on aurait peut-être du mal à l'asseoir, à lui faire attacher sa ceinture au bon moment. Mais c'est pas la première fois que je vois embarquer un passager dans un état, je dirais, un peu similaire. Ça m'était déjà arrivé, ça fait partie du boulot. On décolle tout à fait normalement et on monte à l'altitude de croisière qui devait être 37 000 pieds. Et en général, bien à partir de ce moment-là, il y a une espèce de détente qui s'instaure. On est en l'air, on est en croisière. Le rythme des opérations se ralentit un petit peu. Ce passager, au bout d'une heure à peu près de vol, a demandé à la chef de cabine de l'arrière où se trouvaient les toilettes. Elle lui a indiqué les toilettes de l'arrière de la cabine et il s'est dirigé vers le centre de la cabine, c'est-à-dire dans le sens opposé. Elle pensait que c'était par esprit de contradiction tout simplement, mais elle était persuadée qu'il se dirigeait vers les toilettes. Or, il a dépassé les toilettes et il a traversé toute la cabine pour aller directement vers le cockpit. Moi, je me trouvais au centre, dans le galet central. Je ne l'ai pas vu passer, mais je l'ai senti passer parce qu'il marchait assez rapidement, à tel point que je pensais que c'était un de mes collègues qui allait à l'avant. Rarement, nous avons des passagers qui se déplacent vite en cabine. Et j'ai juste senti passer. Moi, je me trouvais ici, debout, à côté de l'interphone. Je crois que je devais raccrocher l'interphone. J'étais debout face au rideau de séparation entre les premières classes et la porte une gauche. Et lorsque je l'ai vu passer le rideau, j'ai vu dans son regard qu'il y avait de l'agressivité. Et j'ai compris qu'il voulait aller au poste. Donc je me suis interposé, mais je n'y ai pas mis d'énergie physique, parce que je ne pensais pas qu'il allait être violent à ce point. Et en fait, là, il m'a projeté comme un fétu de paille contre la porte, et il s'est précipité dans le poste. On survolait le golfe de Gascogne. On venait juste de prendre contact avec les Espagnols. On a entendu un bruit, la porte s'est ouverte et on a vu une personne rentrer dans le cockpit. Immédiatement, j'ai pensé, voilà notre passager qui était bizarre. Et en fait, il s'est agenouillé et il a pris les manettes de gaz. Les deux de droite et deux de gauche, et il en poussait 2 vers l'avant, en maintenant les 2 autres vers l'arrière et inversement. Il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas, mais on sentait qu'il avait des sortes de halètements, comme s'il était en état de forte excitation. Je pensais qu'il voulait se suicider. On a cru que c'était un gag, on n'y croit pas à ces choses-là. Et quand, au bout d'une seconde ou deux, on a vu que c'était quand même un peu sérieux, je me suis détaché et puis on s'est mis à 2 pour pouvoir l'isoler, la rescousse des PNC qui sont arrivés. Moi, je me suis relevé, je ne suis pas tombé, mais j'étais un peu... et je suis rentré derrière lui, je lui ai sauté dessus, mais il était beaucoup plus fort que moi. J'ai tout de suite essayé de le tirer en arrière. On avait du mal à le maîtriser. En fait, il était très fort physiquement, mais c'est assez impressionnant la puissance que peut développer un homme en état de démence. Puis le commandant de bord s'est levé aussi. Voyant que le commandant se levait, moi je suis resté bien entendu à mon siège. Il fallait, si j'ose dire, quelqu'un pilote l'avion. Il y avait des bruits, des chocs, et à un moment j'ai même vu sa main arriver vers le mini-manche. Et je lui ai un peu repoussé la main pour pas qu'il s'en saisisse. Il y a eu une petite accalmie, j'en ai profité pour me précipiter sur l'interphone et pour demander par le public adresse à ce que les stewards viennent au poste de pilotage. Tout de suite, j'ai pensé qu'il y avait un problème au cockpit. Je me suis souvenue de ce mouvement qui est à côté de moi et auquel je n'avais pas attaché d'importance.
Je me suis dit tout de suite, il y a quelque chose de grave devant. Les passagers sont restés calmes. Ensuite, première réaction, une fois maîtrisé, une fois par terre, 3 personnes dessus, il ne bougeait pas trop. J'ai proposé qu'on le mette derrière, qu'on le sorte du cockpit pour le mettre dans la couchette. Lorsque j'ai demandé à mes amis est-ce qu'on peut le sortir du poste, ils m'ont dit non, si on le lâche, il va nous échapper et on ne répond de rien parce qu'il sera toujours difficile de le récupérer. Donc le risque n'a pas été pris et c'est là qu'il avait été décidé de l'immobiliser là où il était et de dérouter sur Bordeaux qui prenait une demi-heure de vol. Nous nous sommes posés comme ça à Bordeaux avec 4 stewards qui le maintenaient. Enfin, il y en avait 2 qui le maintenaient vraiment, les autres étaient là en protection. Et là, bon, l'atterrissage s'est bien passé. Et une fois qu'on a été posé, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais été aussi heureux de toucher les roues. Hein. L'avion posé reste une question. Quelle leçon tire-t-on d'un pareil incident? Dans le poste, bien sûr, mais aussi et surtout dans la cabine, côté PNC. Ça a changé ma façon de voir. Les passagers bizarres et les passagers aussi fragiles. Fragiles physiquement, fragiles psychologiquement. Donc je vais toujours voir. Et je vais me rendre compte par moi-même. Et après, je fais un petit bilan avec l'escale, avec le personnel de cabine, etc. Oui, ça c'est vrai que ça a changé ma façon de voir à ce niveau-là. Est-ce que ça a changé la barre de je pars pas, je le débarque? Je pense pas. Mais une évaluation du risque, oui. Qu'on prend en compte et que je prenais peut-être pas en compte auparavant. Après, on analyse la situation à froid. Hein. On se dit on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais pour ce qui est du fait qu'un passager puisse aller de l'arrière à l'avant, je vais vous dire une chose, tous les PNC le savent. Sur tous les vols, vous avez toujours un ou plusieurs passagers qui passent d'une classe à l'autre, généralement de l'arrière vers l'avant. 2 classes, c'est rare, mais ça arrive. Et maintenant, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire quelque chose, vous entendez des pas. Je lève la tête, je regarde. Oui, Vous je avez... regarde, je suis même. Si je vois que c'est pas une personne en uniforme, je vais directement le voir pour lui dire que bon, passer les rideaux, c'est une autre classe et que pour lui demander ce dont il a besoin. Même si ça nous enlève de la convivialité ou du confort, il est clair que si la porte avait été fermée, jamais ce passager n'aurait pu s'introduire au poste. Encore moins maintenant avec des portes blindées. C'est absolument impossible, ça paraît très très difficile, surtout dans un cas comme celui-ci. C'est un scénario que personne n'avait envisagé. Nous, on ne l'avait pas envisagé, évidemment. C'est la chose la plus improbable qui puisse arriver, donc on n'était pas du tout préparé à ça. Bon, on ajoute aujourd'hui un élément, intrusion dans le cockpit, et la façon dont on peut réagir par rapport à ça. Après, il y aura certainement d'autres scénarios qui vont arriver, dont on n'imagine même pas la teneur aujourd'hui. Il arrive toujours l'improbable un jour ou l'autre. Alors, cumulons les expériences et essayons de les répercuter sur les autres, sur les successeurs. Ça a sauvé des gens beaucoup, les expériences.